Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. À mes côtés, j'ai pas mal de romances, un petit peu de roman historique et un petit thriller plutôt chillax. Et on va commencer aujourd'hui avec le thriller chillax qui n'est autre que Qui meurt à Noël d'Angelina Delacroix. C'est une autrice que j'ai découvert du coup il y a maintenant un peu plus de 2 ans, que j'ai beaucoup apprécié et j'ai quand même quelques-uns de ses bouquins dans ma pile à lire et j'avais envie de le découvrir et je crois que vous me l'avez même choisi pendant le Monday lecture des abonnés, donc j'étais ravie. Pour vous présenter un petit peu l'histoire, on va suivre Alice, qui a une trentaine d'années et qui a un petit peu fui sa famille parce que sa famille était assez possessive et en plus de ça, sa sœur est un petit peu barjot. Sa sœur est un peu plus grande qu'elle, je crois qu'elle a 35, peut-être 37 ans. Et il faut dire qu'elle a quand même des troubles mentaux assez évidents. Et on va dire qu'Alice, sa petite sœur, c'est la personne qui la calme le plus. Sauf qu'Alice en a marre. Sauf qu'Alice en a marre et du coup elle a décidé de partir. Et Noël c'est très important pour sa grande sœur. Et ses parents ont décidé de débarquer dans son nouveau café-livre pour la période de Noël et pour passer Noël avec elle. Chose qui ne se passe pas forcément comme prévu. Déjà, elle est alertée au dernier moment de la venue de sa famille. Et en plus de ça, il se passe quand même des phénomènes étranges avec des lettres euh, de menaces. Donc, est-ce que c'est sa grande sœur, Romy, qui essaye de lui faire peur? Est-ce qu'elle est totalement barjot au point de vouloir tuer sa sœur? Je ne sais pas. Il y a une histoire de jalousie. Il y a une histoire de troubles mentaux et une histoire quand même de secret de famille dedans. Pour ce petit bouquin, je l'avoue, il s'est lu assez facilement. Alors je l'ai lu en quelques temps parce que je l'ai mis en pause, mais pour le coup les chapitres sont assez courts, on est sur des chapitres de 2-3 pages grand maximum. On n'alterne pas du tout, par contre les chapitres, on est seulement, je crois qu'on n'alterne pas du tout. On est seulement avec notre petite Alice et c'est assez intéressant de voir les choses comme ça. On est dans une ambiance un peu malsaine, c'est angoissant parce que du coup la sœur est totalement barjot et on sent cette présence constante qu'on n'a pas envie d'avoir derrière nous durant tout le long du bouquin. Alors le bouquin il n'est pas bien gros parce qu'il fait 310 pages et franchement c'est un petit roman poche donc ça se lit plutôt bien. Et on est dans une ambiance de Noël accompagnée de guirlandes et de sapins de Noël et de jolis cupcakes et de chocolat chaud dans une librairie avec des auteurs qui viennent et le contraste est totalement bien fait parce que du coup d'un côté on a des menaces de mort, on a grâce au livre en fait des petites menaces qui sont mises un peu partout et on a surtout des petites lettres qui sont déposées dans la chambre d'Alice et tout, des petits trucs qui rappellent son enfance, comme si on essayait de lui faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose mais qu'elle n'est pas au courant. Et ça, c'était vraiment très bien fait. Après, pour le coup, j'avoue, je n'ai pas forcément adhéré à 100% à ce bouquin. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu facile et d'un côté, je me dis peut-être que c'est une lecture légère de Noël et un thriller de Noël plutôt chill. Alors, on n'est pas dans un murder, dans un cozy murder, mais limite on n'est pas loin parce que oui il va y avoir des morts forcément, il va y avoir des suspects à gogo, il va y avoir des remises en question et on se demande même si Alice n'est pas le personnage un petit peu fêlé de l'histoire. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en avant ici. Après je dirais pas que c'est le meilleur thriller que j'ai lu mais en tout cas c'est un roman plutôt bien pour la période de Noël que j'ai plutôt bien aimé lire. Et oui, je vais rester dans Noël avec le dernier romance même de Noël que j'ai lu cette année en janvier grâce à vous. J'ai lu Sarah Morgan du coup, Un Noël romantique en Laponie et mon Dieu qu'est-ce que j'ai adoré. Je lui ai mis la note de 19 parce qu'il était vraiment incroyablement beau et bienveillant et surtout ça se passe en Laponie, alors moi j'adore. Pour la petite histoire, on va suivre deux meilleures amies principalement, une qui s'appelle Alix et l'autre Christy. Christy vit avec son mari et sa petite fille du coup dans un petit cottage à Londres et tout ne se passe pas forcément bien. Voilà, il y a quand même des petits problèmes de couple là-dedans et du coup ils avaient organisé un petit voyage en Laponie, sauf que Christy a des doutes sur son mari, sur une potentielle liaison et elle décide de rester avec lui à l'approche de Noël et demande à sa meilleure amie Alix de partir avec sa fille en Laponie en attendant du coup que Christy et son mari les rejoignent. Sauf que du coup, elle n'est pas forcément rassurée d'amener la fille de sa meilleure amie toute seule et qui débarque le meilleur ami du mari, Zach. Il faut savoir que Zach et Alix ont un petit passé qui n'est pas forcément dû d'une histoire d'amour, hein, loin de là. C'est juste que du coup, il y a eu un petit passif et une petite querelle lors du mariage de Christy et de Seb, je crois. Il faut dire qu'ils sont mariés un petit peu vite, ils sont connus un mois après et Christy tombe enceinte 3 mois après. Et ben du coup, ils se mariaient à limite. Et du coup, Alix n'a pas du tout eu de très bons rapports avec Seb et il y a cette distance avec sa meilleure amie. Et on va parler de sujets vraiment très très beaux là-dedans, mais principalement
de l'histoire d'amour d'Alix et de Zach qui potentiellement peut arriver en Laponie. J'ai beaucoup aimé. Premièrement, on va suivre une histoire de couple entre Christy et Seb. Et ça, j'ai bien aimé parce que tout est mis d'une façon où des fois on ne connaît pas forcément les personnes. On se met des freins ou on se met la pression pour vivre avec quelqu'un en pensant bien faire alors qu'en fait on détruit juste notre relation. Et de deux, j'ai bien aimé suivre l'histoire d'Alix avec Christy parce que ce sont deux femmes qui grandissent. Une qui devient maman et mariée et l'autre qui reste dans son travail et qui est une acharnée professionnellement parlant, mais qui adore son boulot, attention, mais du coup qui ne grandissent pas de la même façon et du coup la maturité n'est plus la même. Et forcément on a ce décalage avec l'amitié alors que les deux femmes s'aiment énormément et ça j'ai beaucoup aimé suivre. Et puis on a aussi l'histoire d'Alix qui est très touchante, qui est très réservée, mais qui commence à un peu dévoiler sa carapace à Zach et ça c'était très mignon à suivre, surtout dans un endroit comme la Laponie, rempli de belles choses. Il y a plein de choses qui sont super bien faites là-dedans. Alors le bouquin fait 410 pages, ouais 410 pages, et voilà, j'ai adoré les paysages de la Laponie, les activités que du coup Alix et Zach faisaient avec la petite, et surtout les histoires, toutes les histoires mélangées sont super belles. On va suivre 3 points de vue de femmes, Christy, Alix, et du coup la tante qui s'appelle, je sais plus comment s'appelle la tante. Une tante qui vit en Laponie, du coup c'est la tante de Christy et il y a un gros secret de famille du coup qui fait que pendant des années la mère de Christy n'a jamais parlé à sa sœur et du coup on va suivre ces 3 femmes aux tempéraments différents, aux secrets un peu différents et aux mentalités totalement différentes mais qui ont quand même beaucoup en commun, c'est l'amour qu'elles peuvent donner autour d'elles. Bref, lisez-le parce qu'il est vraiment incroyable et ça vous embarque à Noël en Laponie dans un endroit très beau, très romantique et très cocooning qui vous mettra sûrement les larmes aux yeux. Aïe, comment vous dire? Je pense que je vais pas forcément me faire détester, mais ce roman, je l'ai aimé, on va dire, en demi-teinte. Je vous parle donc du dernier roman de Morgane Moncomble, Un automne pour te pardonner. Nous allons suivre Camélia, qui va devenir avocate d'ici peu, et qui, en fait, qui va prendre, comment dire, qui va prendre le dossier d'un mec qui s'appelle Lou. Je crois que c'est Lou Cavendish. Non, pas du tout, je me trompe. Lou, je ne sais plus. On dit même pas son nom de famille. Bref, je me rappelle plus. De Lou. Lou, c'est un mec qui était dans une bande quand elle était encore au lycée. Et à la fac d'ailleurs, donc elle est toujours entourée d'eux en gros, mais il faisait partie d'une bande et cette bande l'a harcelée à longueur de journée et elle a très mal vécu, hein, bien évidemment, qui ne le vivrait pas mal. Donc Lou fait partie des personnes qui l'a harcelée avec du coup un groupe, notamment Rory, qui est ce mec qui est totalement désagréable, détestable et qui du coup dirige ce petit clan de bourgeois qui profite du coup du statut social un petit peu inférieur au sien pour rabaisser chaque personne sur Terre et leur faire comprendre à quel point ce sont des grosses merdes en gros, pour bien résumer le personnage. Sauf que du coup Rory est tué et Lou est suspecté et du coup c'est Camélia qui va prendre du coup le dossier en charge et qui va devenir l'avocat de Lou. Donc nous suivons bien évidemment une dark romance, un côté un petit peu sombre d'une histoire potentielle d'amour entre Camélia et Lou. Et je ne voyais pas comment c'était possible. Voilà, j'ai eu honnêtement beaucoup de mal à kiffer cette romance, à me dire que c'était une romance évidente et bienveillante et belle. Alors oui, toutes les histoires d'amour ne sont pas belles. Caroline, attention, je ne lis pas que des romances de Noël où tout se passe bien, tout est magique et tout est vers le Père Noël. Mais je crois que je ne suis pas faite pour des romances où tout va mal, où on suit une relation toxique. Parce que là, forcément, on suit une Camélia qui a envie de se venger et qui prend le dossier de Lou pour l'enfoncer plus bactère. Et on suit ce personnage de Lou également qui est totalement perdu, qui a perdu en gros son amour parce que du coup il avait une liaison avec Rory et qui en gros dit à Camélia mais fais ce que tu veux avec moi, en gros je suis ton jouet quoi. Et je me dis excusez-moi les copains, à quel moment vous vous respectez en fait? Je n'ai pas du tout accroché à ce côté harcèlement, à ce côté dark romance, à ce côté de on veut tous les deux se venger. On est tous les deux tombés plus bactères, mais du coup, on va commencer à s'aimer parce que du coup, c'est la logique. Dès les premières pages, on sait que Camélia va craquer. Il n'y a pas de suspense, je vous fais pas un spoiler, loin de là. C'est-à-dire que la meuf se fait harceler pendant des années par un groupe. Il l'enferme alors qu'elle est claustrophobe. Il lui parle mal, il lui faut une réputation, il met des photos d'elle sur Internet. Mais le mec est tellement sexy en fait. Alors, venez,
on va tomber amoureuse de lui. Le mec est tellement beau que forcément des années plus tard, quand il arriverait et qu'il lui fait un petit sourire, hop, il y a un petit battement de cœur, quoi. Non, excusez-moi les gars, mais c'est absolument pas possible. Un mec me harcèle, je ne tombe pas amoureuse de lui. À quel moment ça arrive? Enfin, au bout d'un moment, s'il vous plaît. C'est pas possible. Alors, j'ai pas kiffé. J'ai pas du tout kiffé la romance. Mais par contre, j'ai adoré l'enquête. Parce que dedans, du coup, on va suivre ce binôme de Camélia et Lou qui vont mener l'enquête pour savoir qui a vraiment tué Rory. Parce que nous savons à peu près que ce n'est pas Lou, ou en tout cas, il le montre super bien. Et ça, par contre, c'est une enquête, un Cluedo, et que franchement, ça, j'ai adoré. Et c'est pour ça que j'ai mis la note de 15, parce que honnêtement, l'enquête et le côté thriller augmente la moyenne de ce bouquin à 2000%, puisque nous avons également à la fin un retournement de situation incroyable, digne de Morgane Moncombe dans chacun de ses bouquins. Et ça, je peux pas le nier, c'est très très bien écrit. Mais la romance, non, vraiment. C'est pas pour moi, je n'ai pas kiffé. Vous avez mis quand même une très bonne note à ce bouquin et je me doute que beaucoup de personnes ont aimé peut-être cette romance toxique dans le sens où peut-être que c'est beau de voir des personnes s'accrocher l'une à l'autre quand ça va pas à un moment donné, et ça je le comprends tout à fait que certaines personnes peuvent adhérer. Peut-être qu'ayant un vécu un petit peu plus différent que certains, je ne peux pas adhérer au fait qu'on ait une relation amoureuse avec quelqu'un qui vous harcelait à un moment donné, ou quelqu'un qui ne vous a jamais protégé dans sa vie. C'est mon point de vue, j'entends le point de vue des autres parce qu'il a une moyenne absolument incroyable sur Livre Addict, et je me dis que c'est pas anodin. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que du coup j'espère qu'on sera sur une relation bienveillante, mais les relations pour moi qui sont comme ça, ce n'est absolument pas possible. Et j'étais totalement déçue de lire ce bouquin, honnêtement. Donc ça n'est pas pour moi. Et j'ai terminé du coup également un roman que vous m'avez choisi qui a fini dans l'eau. Il a fini dans la gamelle de mes chats et j'avais trop le seum. Mais bon, en plus c'est un petit collector d'édition Charleston, mais bon là il a pris un peu cher, on va pas se mentir. C'est pas grave, ma lecture l'a quand même été faite et ça m'a pas empêché de le terminer. Je vous parle de La colline aux esclaves de Kathleen Grissom, donc c'est un roman publié chez Charleston. Du coup il est ressorti pour l'émission des 10 ans de Charleston. Nous allons suivre ici une petite fille qui s'appelle Lavinia, qui a perdu ses parents pendant un voyage, si je vous mens pas. Et en fait, elle vient d'Irlande, donc elle a essayé de voyager jusqu'aux États-Unis, sauf que malheureusement, ses parents sont morts en cours de route. Et du coup, elle va se retrouver achetée par quelqu'un pour finir esclave dans la colline aux esclaves, qu'on appelle ça. Donc ça se passe, je ne sais plus exactement où. Je ne sais plus où, je suis désolée. Je crois même qu'ils font même pas la référence en fait de savoir où ça se passe. Mais elle se retrouve du coup dans une famille faut que j'arrête avec mes du coup. Elle se retrouve dans une famille qui prend en charge la plantation. Voilà, donc nous sommes dans les années 1700-1800, exactement 1791. Vous avez les blancs qui sont riches, qui sont nobles et qui habitent dans un petit château limite. Et vous avez les personnes noires du coup qui habitent dans la petite grange à côté. Donc la référence de la colline, c'est vraiment la colline, vous avez la bourgeoisie et en bas vous avez les caves avec tous les esclaves, et vous avez entre deux les personnes esclaves qui travaillent du coup dans la maison. Et du coup, notre petite Lavinia va travailler entre deux. Et on suit cette histoire du coup de vie de famille, de tranche de vie de Lavinia qui va devoir s'adapter du coup en étant blanche dans une famille du coup noire qui est esclave et qui elle aussi du coup va finir esclave. Sauf que de fil en aiguille, elle va s'entendre un petit peu trop bien, on va dire, avec la maman du foyer qui est blanche, et qui la prend sous son aile en lui disant que peut-être elle pourra la faire évoluer parce qu'elle est blanche et que du coup sa destinée n'est pas de finir esclave. Donc tu as ce côté petit enfant qui a perdu ses parents, qui s'attache à cette famille noire qui est absolument incroyable avec elle, incroyablement bienveillante et qui l'accueille les bras ouverts. Et d'un côté tu as cette famille blanche qui fait tout pour abaisser du coup ses esclaves quoi. Donc on va suivre ces deux personnages. Donc Lavinia, on va suivre du coup une jeune femme qui s'appelle Belle et qui prend Lavinia un peu comme sa petite fille. Qui, Belle en fait, travaille dans la grande maison, donc elle travaille vraiment en tant que domestique et non pas esclave dans les plantations. Ça reste une esclave quand même. Donc voilà, nous sommes dans ce roman. Il faut savoir qu'en 600 pages, nous allons suivre une trentaine d'années. Et ce roman, je ne sais pas trop quoi en penser. Je le trouve sublime, il n'y a pas à dire. Il est beau, il est tranchant, il est incroyablement bien. Et on parle du coup d'une période qui est totalement sombre et qui mérite en fait de ne pas être oubliée parce que je trouve ça choquant. Ce livre est choquant. Il y a des passages, ça vous retourne 2-3 tartes, vous n'êtes pas prêts. Mais je le savais. Je savais que ça allait arriver.
On n'est pas dans un roman feel good, loin de là. Mais par contre, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que c'est un roman qui a du mal à commencer, du mal à débuter. J'ai eu l'impression au début qu'en fait, on avait une avalanche d'informations, c'est-à-dire qu'un chapitre égale un passage de la vie de Lavinia. Et du coup, on va suivre comme ça. Un chapitre Lavinia, un chapitre Belle, etc. Et j'avais l'impression de lire en fait seulement des petites choses de chacune et pas de suivre un fil rouge assez distinct. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. Alors que, par la même occasion, j'arrive à dégommer ce roman et à me dire, en fait, je peux pas m'arrêter de bouquiner, quoi. Donc c'est un petit peu contradictoire. Je peux pas dire que c'est un roman coup de cœur, mais c'est un roman qui est incroyablement bien fait par son étrangeté, par sa dureté et par sa réalité malheureusement. Donc si ça vous intéresse d'en découvrir un petit peu plus, je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sorti, qui est pas forcément un tome... ça se lit après parce qu'on est dans une autre période, je crois qu'on est dans les années 1830, 1840. Et cette fois-ci, on va suivre du coup un homme qui essaye de sauver le fils d'un de ses esclaves qui a été vendu. Et on est dans la continuité du coup de comment certains blancs ont essayé d'aider au maximum du coup d'autres personnes, leurs esclaves, leurs domestiques, pour avoir une vie meilleure, tout en étant respectés dans la hiérarchie. Et voilà, c'est très beau à lire. Donc je vous le recommande si ça vous intéresse. Et voilà les copains, je suis à jour dans mon update lecture. Vous vous rendez compte qu'à l'heure où je vous filme cette vidéo, je l'ai terminée hier soir et je n'ai pas commencé d'autres livres pour pouvoir faire la vidéo et que ce soit encore frais dans ma tête. Donc j'espère que cette update lecture vous a plu. N'hésitez pas à me mettre, on va dire, une petite feuille d'automne, vous savez, qu'on peut trouver dans les emojis, pour faire référence à ce bouquin que je n'ai pas trop kiffé, parce que je crois que c'est celui que j'ai le moins kiffé en fait de ceci, et pourtant une attente tellement forte dessus. Mais bon, on peut pas aimer tous les bouquins. Donc n'hésitez pas à mettre une petite feuille en emoji si vous êtes arrivé jusqu'ici, et ça, je vous en remercie. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!